J'ai plus de batterie. Non, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde, du coup, bienvenue à Rhythm and Science. Je suis accompagné de Droupik ce soir, qui est docteur en neurosciences, il a réussi à avoir son diplôme. Perrine, qui est notre invité pour ce soir, et le groupe Nocturne. C'est Rhythm and Science version 2017, et ça va bien parler ce soir. Un petit rap, s'il te plaît, Chandrou, pour nous expliquer. Allez, je vais vous faire l'intro en rappant, histoire de m'amuser un peu, ok? Promis, après j'arrête par contre, hein. Allez, c'est parti. Bienvenue les potes. Je suis ravi de vous voir, n'ayez pas peur de la blouse, on va se marrer ce soir, j'espère que vous êtes en forme et bien installés pour faire des découvertes que vous n'allez pas oublier. Moi c'est Droupix, je suis scientifique, mon kiff c'est faire des expériences en écoutant de la musique. Entre les neurones et les notes, mon cœur balance, donc j'ai mixé les deux, bienvenue dans Rhythm and Science. Ok, calme-toi, merci, merci, on a vu que ça avait rappé. J'arrête. Ok Droupix, J'arrête. big up à toi, mais ce soir le sujet c'est quoi? Bon allez, on arrête de rapper maintenant, ce soir... On va parler intelligence artificielle. Il y a 20 ans, c'était de la science-fiction. C'était Terminator et son obsession pour Sarah Connor. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Nos ordis, nos téléphones, nos voitures. On va pouvoir poser toutes nos questions à Perrine Paul-Gilotto, qui est experte dans le domaine. Et pour titiller nos neurones et détendre nos oreilles, on va écouter la pop du groupe d'antenne Nocturne. Big up à vous, merci d'être là. Rhythm and Science 2017, en compagnie de Droupix. C'est ce soir, ça commence maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonne soirée à vous. Oui, yeah. Allez, on se réveille, on a le droit d'applaudir. Clap, clap, clap. Vas-y maintenant, mec, si tu veux aller. Ouais, c'est le moment. Bon alors du coup, ce soir, on est là pour parler intelligence artificielle. Et on a la chance de recevoir Perrine. Donc déjà, Perrine, merci d'être venue nous voir. Comment ça va? Ça va. Ouais, ça va. Perrine est parmi nous pour une raison particulière. Elle bosse dans un laboratoire de recherche. Et son travail, il est assez ouf. Elle développe des intelligences artificielles pour aider les chercheurs à faire des découvertes scientifiques. C'est ça? Oui. Alors, vous inquiétez pas. À peu près? Bon, ok. On en parlera après. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Mais pour commencer, je voudrais être sûr de bien comprendre ce qui se cache derrière le mot intelligence artificielle. Corrige-moi si je me trompe, mais déjà, une intelligence artificielle, c'est un logiciel, en fait, en gros. Ouais, c'est ça. C'est un logiciel. C'est à partir du moment où tu fais résonner un ordinateur à ta place. D'accord, ok. Mieux que toi, idéalement. Mieux que moi, personnellement? Voilà. Ok, d'accord. J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi. Il y a un terme qui ressort tout le temps. C'est celui d'algorithme. Le mot fait un peu marrer. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Un algorithme, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, sauf qu'on va le communiquer à la machine. Mais donc, c'est à partir du moment où tu prends une décision, il y a un algorithme derrière. Donc là, quand vous avez choisi votre bière, vous avez analysé ce que vous aviez envie à ce moment-là, le prix, ce que vous aviez dans la poche, et vous avez pris une décision en fonction. C'est ce que tu fais aussi quand tu fais de la cuisine. C'est un algorithme, quoi. Une recette, c'est un algorithme. Si je comprends bien, un algorithme, ça va être une ligne de code dans un logiciel? Alors, ouais, l'algorithme en lui-même, c'est pas forcément lié au code. Et après, tu as l'implémentation de l'algorithme qui est du code. Implémentation, d'accord. Donc ouais. En gros, il y a du code, on rajoute un truc, c'est ce que tu appelles implémenter. Et c'est ce qui fait que le logiciel, un peu comme s'il réfléchissait par lui-même. En gros, l'algorithme, c'est ce qui permet au logiciel de réfléchir, d'analyser les différents trucs. Si je reprends la recette, ta recette, elle peut te présenter de façon filmée, ce serait une façon de la coder, ou sur un livre de cuisine, tout ça. Donc ça va être la suite d'instructions que tu vas donner à l'ordinateur pour qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse. D'accord, ok. Donc en gros, tu lui dis, examine tel truc, en fonction de tel truc qui se passe, réagit comme ça. Exactement, et c'est une suite d'idées qui fait que l'algorithme... C'est pour ça qu'on dit qu'il tourne, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, pour aller plus loin avec cette idée d'algorithme, je ne sais pas si vous connaissez les GAFA. Les GAFA, c'est les 4 plus grosses entreprises du web. Google, Apple, Facebook et Amazon. Un article des Échos, en fait, nous apprenait qu'ils ont investi des centaines de millions de dollars dans le machine learning. Alors, encore un terme qui fait un peu rêver ou flipper, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le machine learning? Ouais, le machine learning, ça fait partie de l'intelligence artificielle, mais c'est pas exactement, c'est juste une partie de l'intelligence artificielle. D'accord. Et en fait, le principe, ça va être de donner plein d'informations à l'ordinateur, de lui montrer c'est quoi le résultat,
que tu attends. Et puis après, c'est lui qui va se débrouiller à partir de toutes les informations pour décider c'était quoi les informations qui étaient intéressantes pour arriver à ce résultat-là. Donc là, c'est la partie apprentissage. D'accord. Tu lui apprends des choses et après, il applique ce qu'il a appris, c'est-à-dire une nouvelle chose. Donc en gros, si je comprends bien, tu donnes une base de données pour que l'algorithme en fait ait une base de travail. Donc il analyse un peu tout ça. Et grâce à ça, il peut analyser de nouvelles données, en gros, c'est ça? C'est ça, mais qui ressemble à ce qu'il a appris. D'accord, donc par exemple, on va prendre un cas concret, parce que c'est quand même pas évident à comprendre. Imaginons que je file 1000 photos dans ma base de données. À partir de là, il va tirer des conclusions, à savoir Droopix a toujours une casquette. Et donc si je lui mets une nouvelle photo et qu'il voit que j'ai pas de casquette, il dira c'est pas Droopix. C'est un peu ça. Ouais, voilà, c'est le problème du machine learning. On n'est pas sûr de ce qu'il va utiliser. C'est pas sûr qu'il prenne ta casquette. Ça se trouve, il va choisir les lunettes. Ah, il choisit ce qu'il veut en fait. Tu sais pas forcément ce qu'il a choisi, ce qui te différencie le plus des autres personnes. Donc, si c'est la casquette, effectivement, il te reconnaîtra pas quand tu n'auras pas ta casquette. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il a pu choisir pour te reconnaître. D'accord. Donc en fait, il est vraiment indépendant quand il fait du machine learning. En tant qu'être humain, on perd la main sur la machine. Ouais, surtout dans ce qu'on appelle le deep learning, qui est encore une autre partie. Mais ouais. D'accord, ok. Encore plus ouf. Alors là, c'est la partie terme, c'est un peu relou, mais c'est pour être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Il y a un article de Futura Science qui nous parlait d'Intel. Vous savez, la marque Intel. Ils ont présenté un prototype de processeur neuromorphique. Donc le concept, c'est quoi? Ils ont réussi à créer des neurones artificiels en silicium et à les intégrer au prototype de leur processeur. Et ce qu'ils expliquent Intel, en frimant un peu, c'est que le processeur en question est spécialisé dans le deep learning. Donc, nouveau terme, l'apprentissage profond, ça intrigue vachement. C'est quoi le concept? Tout à l'heure, quand on parlait de machine learning, en fait, c'est toi qui lui dis de regarder les lunettes, de regarder les casquettes, etc. Et puis il va choisir ce qui caractérise le plus. En deep learning, en fait, effectivement, tu as ce qu'on appelle des couches de neurones. Alors ceux d'Intel, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais il va créer lui-même des caractéristiques pour ton image. Et tu ne sais pas du tout ce qu'il a créé. Il va en faire plusieurs couches. Des fois tu en as des centaines, etc. Il va rentrer de plus en plus en profondeur, ça devient complètement incompréhensible pour l'être humain, tu ne peux pas les représenter. D'accord. Et après, à partir de là, même raisonnement, en fonction de ce que tu lui as montré, si c'était bon ou pas bon, il reproduira la même chose. Donc en gros, l'algorithme, on maîtrise assez ce qu'il fait, c'est nous qui implémentons. Le machine learning, on commence un peu à perdre la main sur ce qui se passe sur la machine, corrige-moi si je me trompe. Et pour terminer, le deep learning, la machine contrairement fait ce qu'elle veut et presque elle fonctionne comme un cerveau en fait, si je comprends bien. Ouais, alors je sais pas exactement comment fonctionne le cerveau dans tous les cas, mais l'analogie est souvent faite parce que ça s'appelle des neurones et que tu as différentes couches qui vont capter, d'autres qui vont analyser ce qu'ils ont capté, donc ouais. D'accord, ok. Est-ce que tout le monde a capté du coup un peu ces trois grands thèmes quand on parle d'intelligence artificielle? L'algorithme. Non, tu les as pas du tout? J'ai juste compris que ça pouvait faire peur en fait. C'est peut-être moi que je suis un peu. Voilà, mais c'est flippant, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, je sais pas, t'es dedans, rassure-nous un peu. Peur, non. Enfin, point de vue scientifique, moi, ce qui me fait peur, justement, c'est de perdre le contrôle sur la compréhension de ce qui se passe et de pas savoir quand ça va marcher ou pas. Mais voilà. Après, justement, on va parler un peu de confiance. Parce que là, du coup, si j'ai bien capté toutes ces histoires, l'intelligence artificielle, on perd un peu la... Enfin, c'est pas qu'on perd la main dessus, c'est qu'on la contrôle pas, en fait. Elle est presque autonome. On est à la base, on règle à la base comment elle doit réfléchir, mais après, elle réfléchit solo. Donc, si on doit parler de confiance, est-ce qu'il y a des choses que les ordis peuvent pas capter? Ma question, en fait, en gros, c'est est-ce qu'on doit craindre un avenir à la iRobot où les ordis sont tellement indépendants qu'ils se disent après tout, on n'a pas besoin d'eux, ou Matrix aussi, pour ceux qui l'ont vu? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on pourrait imaginer que, vu que les intelligences artificielles sont hyper cohérentes, on pourrait avoir à l'inverse une sorte de super président ordinateur qui gérait bien mieux les affaires que certains présidents qu'on a pu avoir? Ouais, non, je ne crois pas encore au président intelligence artificielle. Ça a quand même pas mal de limites encore. C'est-à-dire, c'est vraiment basé sur ce que ça a appris. Enfin, il y a plein d'exemples. L'exemple le plus connu, c'est celui des cookies et des chiens. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là. Non, tu peux nous expliquer ça? En fait, on apprend donc avec la petite partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning, qu'on ne comprend pas trop, mais qui effectivement marche super bien.
On lui apprend à reconnaître des chihuahuas parmi pas mal de chiens et puis pas mal d'autres images. Et puis voilà, il est que des bases de données avec plein de choses. Et puis un jour, tu lui présentes un cookies avec 3 pépites de chocolat. Ben, pour lui, il voit pas la différence avec un chien parce qu'il analyse pixel par pixel en fait. Non, justement, en deep learning, c'est pas pixel par pixel. Il va apprendre. Il essaie d'apprendre tout ce qu'il peut, mais il se trouve que dans toutes les images qu'il avait pour apprendre, la disposition des yeux par rapport au petit museau noir, tout ça lui suffisait. Donc il s'est arrêté là, quoi. Et le jour où tu lui présentes le cookies. Pour lui, c'est un chihuahua. Ça, on est d'accord que ça arrive rarement chez l'homme. L'homme confond rarement le cookie et... Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc on a encore un peu de marge avant que les intelligences artificielles vraiment soient aussi vives que nous. Par contre, on peut le corriger. Une fois qu'on lui a fait ça, on va lui remontrer, non, ça, c'est pas un chien, c'est un cookies. Et puis, il va continuer à apprendre comme ça, il va trouver d'autres choses. D'accord, ok. JB, à part flipper, ça t'évoque quoi, tout ça? En fait, moi, des fois, quand mon ordinateur, il marche pas, je le punis en le frappant très fort. Et je sais pas si c'est une bonne méthode, mais je comprends mieux qu'en fait, il faut avoir de la pédagogie avec les ordinateurs. Est-ce que vous avez des questions dans le public? On a un peu défini l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas tout capté, c'est l'occasion. Et si vous avez capté, mais que vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas. J'ai une question. Ah bah vas-y. Vas-y, balance. Ouais, j'ai même un micro. Wow. Alors, Damien, du coup, et MC, qui sont nos 2 chanteurs de ce soir, j'en parlerai juste après. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Si l'intelligence artificielle, comme on l'a vu dans le deep learning, arrive à confondre des choses, est-ce que ça ressemble pas à l'être humain quand il regarde un nuage et qu'il arrive à confondre et qu'en fait nous on est juste plus intelligents que ces intelligences-là artificielles et en fait c'est juste une histoire de temps avant qu'on arrive Enfin je sais pas à quel stade on y est de ça, que l'intelligence artificielle puisse être au niveau d'un humain qui, à part sur de rares illusions d'optique, arrive à tout définir. Ouais, non, si, c'est vrai. Enfin, on y est presque. En fait, c'est juste un niveau de temps et de base d'apprentissage. Et aujourd'hui, le deep learning, il se fait pas. Il n'y a pas un algorithme justement pour l'univers entier. Ça se fait par domaine d'application, etc. Et puis tu lui rajoutes de plus en plus de données. Pour chaque problème, il faut un nouvel algorithme, quoi. Il faut qu'il soit entraîné. Alors pour le deep learning, ça peut éventuellement être le même algorithme, mais par contre, il faut lui donner une nouvelle base d'apprentissage. Il n'y a personne aujourd'hui qui s'est dit je vais apprendre tout l'univers. Donc il faudrait combien de temps, pour prolonger un peu la question de Damien, dans combien de temps, à ton avis, les intelligences artificielles vont potentiellement au moins nous égaler, avant de nous dépasser déjà? Elles nous égalent déjà sur des sujets précis. Au niveau scientifique, elles reproduisent mieux que nous des tâches qu'on donnait à des humains avant et elles le font mieux déjà. D'accord, ok. Voilà, moins précis. Après, le jour je sais pas, où on aura le président intelligence artificielle, je ne sais pas si tu donnais une analyse de tous les conflits géostratégiques, etc. À la fin, peut-être qu'il pourrait le faire. Et le combien de temps, ça s'approche pas mal en fait, parce que avant, le deep learning, ça fait super longtemps que ça existe depuis au moins les années 50, les premiers algorithmes qui utilisaient ça. Mais par contre, c'était au niveau des machines, des calculs, des tailles de données, on ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on est passé, alors déjà, des processeurs normaux que vous avez sur les ordinateurs aux cartes graphiques que vous avez déjà, mais maintenant on calcule sur carte graphique, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, en gros, comme c'est plus puissant qu'avant, forcément voilà, les capacités sont plus grandes. C'est pour ça que ça explose maintenant. C'est pas des nouveaux algorithmes, c'est juste que maintenant on peut les appliquer. C'est le matériel et on a plus de place, on sait mieux stocker. Vous voyez bien, vos disques durs, ils sont vachement plus grands qu'avant. On arrive plus à avoir plus de données, donc à mieux leur apprendre. Ok. Donc c'est Damien et Marie-Caroline qui vont nous interpréter un son d'une petite pop douce et doucereuse. Le titre s'appelle C'est quand ? Et donc du coup, mes chers amis, c'est à vous. Merci Dropix. Se lève que je veux rêver, c'est quand mes yeux se perdent que je veux trouver, c'est quand ma voix s'allège que je veux chanter, c'est quand pourrais-je voir ce que je regarde, garder la tête haute quand je m'attarde, lorsque les regards, quand l'air hagard, je m'envole au gré de mes souffles, de mes soupirs au coin, je m'étouffe de mes souvenirs. Rien n'est pire, non rien n'est pire que de mourir.
que je veux bouger au loin, fendre l'air aride, sinon rien. Quand j'embarque, je raccroche mes liens. C'est quand pourrais-je vivre un rien volatile, garder la tête froide quand il s'exile vers des couleurs fades, groulement d'une ville, il s'évade au gré de mes souffles, de mes soupirs, quand je m'étouffe de mes souvenirs. Rien n'est pire, non, rien n'est pire que de mourir. Saisis-moi. J'ai toujours pas choisi, moi. Je n'ai toujours pas saisis-moi. Ouais. C'était Nocturne, messieurs, dames. Ils vont rester avec nous. On la reprend juste tout à l'heure. Dropix, à toi la main. Exactement, donc on va faire après cette petite pause musicale, on va reparler d'intelligence artificielle. Comme je vous le disais en début d'émission... Ah oui, non, t'es pas prêt. Là, je me suis totalement enflammé, là. On est parti tout seul d'un coup. Dropix, à toi la main. Ok, donc après cette petite pause musicale, on va reparler science et intelligence artificielle, puisqu'on a la chance de recevoir Perrine avec nous ce soir. Pour rappel, elle est ingénieure de recherche dans un laboratoire, elle fait des intelligences artificielles. Et je peux vous dire que ce soir, on a un peu une experte, une pointure du domaine, puisqu'elle a reçu la médaille de cristal du CNRS pour ses travaux. Ça s'applaudit, les petits potes, parce que croyez-moi, c'est pas tout le monde qui obtient ce genre de prix. Maintenant qu'on t'a bien applaudi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu ce prix ?
Donc, ouais, je travaille dans un labo de recherche, mais donc je fais de la recherche en santé-biologie. Donc, et moi, je fais de l'intelligence artificielle dans un domaine super particulier qui est la microscopie et donc l'observation des cellules en microscopie. Donc est-ce que ça parle à tout le monde? En gros, microscopie, c'est on va mater ce qui se passe vraiment dans la cellule en zoomant puissance 100, pas de 100. que ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même. l'échelle. Enfin, on va regarder des choses. Alors, là, une cellule, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10 à 100 micromètres. Donc, ouais, voit ça tout de donne suite pas ce que forcément. c'est. Donc attends, 10 oui, micromètres. c'est pas ça, quoi. Je le montre avec mes doigts. Mais C'est quoi? C'est un centième de centimètre, hein? Ouais, alors, c'est un tout micromètre, petit, c'est un millième de millimètre. un millième de. Ouais, c'est que dalle. En fait, pour faire simple, c'est le genre de truc que vous pouvez pas voir, que vous verrez jamais si vous mettez pas dans un microscope. On est d'accord? Ouais, donc ça, c'est vrai. Ouais, ok, d'accord. Donc toi, tu bosses sur l'imagerie. Donc en gros, ce qu'on voit au microscope. Voilà, avec des microscopes qui sont super perfectionnés. Et en fait, moi, je fais effectivement de l'intelligence artificielle. Je programme des algorithmes de traitement, d'analyse d'images pour étudier ces cellules-là à partir de ces D'accord. images-là. Donc les chercheurs prennent des photos dans leur microscope, ils regardent les cellules dans leur microscope, ils zooment comme des oufs, ils voient qu'il se passe différentes choses. Le problème, c'est qu'ils ont trop d'images. Donc du coup, comme ils n'ont pas les capacités de tout traiter, ils se disent je connais Perrine, je vais lui amener toute ma banque d'images, elle va me faire une intelligence artificielle qui va tout traiter. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Ok. c'est même d'essayer de voir des fois des choses qu'ils ne pouvaient pas voir, parce qu'on peut aller plus loin. Autant à l'œil, tu ne vois pas la différence entre un peu gris et très gris. Enfin, Ok. autant l'ordinateur ou un peu gris et un peu moins gris plutôt. Et puis par contre l'ordinateur on va vraiment pouvoir quantifier, mettre des nombres et voir des choses qu'ils ne pouvaient même pas voir à l'œil D'accord, et donc là, différencier des donc là- millions de cellules. Ouais. clairement, l'intelligence artificielle, on peut dire qu'elle dépasse les capacités de l'homme. Parce Ouais. que là, même un homme qui serait super vif, même JB, qui est l'homme le plus vif que je connaisse, pourrait pas réussir à différencier Je ce suis qui se là. passe. Hein. C'est vrai, excuse, j'avais oublié, tiens. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ou alors Ok. il le ferait très lentement. Voilà. Est-ce que vous aviez idée, tous un peu dans le public, là, quand même, que au final, de nos jours, on a déjà des intelligences artificielles qui dépassent vos capacités? Parce que moi, je pense que je suis un peu à part. Hein. Non, mais en vrai, vous en aviez conscience de ça ou pas? Levez la main juste pour avoir un ordre d'idée de ceux qui, avant de venir, savaient que les intelligences artificielles nous dépassaient. Ouais. Ok. Non, il y en a qui mentent, il y en a qui mentent. On a un maintenant. public de connaisseurs. Mais non, attends, ils sont peut-être intelligents. Tout le monde n'est pas comme nous, mon gars. Eh oui, c'est pas de. Ok, mortel. D'accord. Et ben du coup, on va aller encore plus loin, puisqu'on a un public de connaisseurs. Ben là, mais ça, profitons-en, les gars. Toi, tu bosses dans le labo Micropicel de la structure fédérative de recherche en santé, donc SFR. Pour faire simple, tu bosses au CHU de Nantes. Ouais, à côté C'est du ça CHU de Nantes. C'est ça, ouais. Sur quoi vous bossez dans votre laboratoire? Est-ce que vous faites tous de l'intelligence artificielle? C'est un laboratoire de recherche quand même. Alors moi, dans le Micropicel, en fait, c'est une plateforme de microscopie. Et après, je participe aussi au projet de recherche dans plusieurs unités. Je suis un espèce de mercenaire de la T'es un recherche. électron libre un peu, donc Voilà, je suis n'importe quel électron libre. chercheur peut Donc venir te voir. voilà, c'est ça. Après, moi, je développe mes propres recherches, mais qui sont pas sur des questions de biologie, qui vont être plutôt sur des questions d'amélioration de l'intelligence artificielle, mais c'est de la recherche en soi aussi. D'accord. Ah oui, donc tu es chercheuse en intelligence je suis, artificielle voilà, aussi. c'est ça. Enfin, D'accord, et ok. que en traitement d'image ou analyse d'image. Ouais. Ok, mortel. Ça, c'est mortel. Ça va justement. Vu que ton boulot, c'est les intelligences artificielles, on n'est pas trop mal niveau timing. Est-ce que tu peux nous donner quelques applications concrètes? Bon, là, tout à l'heure, tu nous parlais du coup de l'imagerie, des cellules. Est-ce que tu as bossé sur d'autres IA qu'on pourrait comprendre et que tu pourrais nous expliquer? Ouais, je peux essayer d'expliquer là, les dernières choses sur lesquelles j'ai pu bosser. Par exemple, c'est autour de la radiothérapie. Donc là, tu vois pas trop le rapport avec les cellules au début. Donc la attends, radiothérapie, ouais. c'est une des manières de traiter le cancer en essayant d'aller exploser les cellules tumorales avec des radiations. Donc on envoie des radiations nucléaires. Ça Ouais, si, c'est des radiations. On envoie des radiations nucléaires sur les ouais. tumeurs et on Ouais. espère que ça marche, quoi. Voilà, et puis ce qui est marrant, donc là pour ça on a bossé aussi avec des gens qui bossent à la NASA, parce qu'en fait les radiations c'est les mêmes que celles dans l'espace en fait. Ok. Voilà, donc ils s'intéressent aussi à l'effet des radiations sur les tumeurs, et en fait nous ce qu'on regarde plus précisément c'est l'effet des radiations sur vraiment les cellules et l'effet de ce qu'il y a autour de la cellule. En fait il se trouve qu'elle va plus ou moins être détruite si Ok. elle a un vaisseau sanguin à côté qui lui apporte de l'oxygène ou pas.
Ouais. Et donc, voilà. Et donc, moi, ce que je fais là-dedans, c'est que je vais essayer déjà, d'une part, de construire des modèles où, en fait, j'invente des images qui vont ressembler... Enfin, je fais inventer à l'ordinateur des images qui vont ressembler à ce que deviendrait la tumeur, en inventant plein de petites cellules auxquelles je vais donner des petites règles de vie. D'accord. Donc, en fait, en gros... tu modélises. Je modélise. Tu modélises informatiquement, tu crées voilà, informatiquement je modélise tout une l'univers tumeur des tumeurs. Et puis un environnement à la tumeur. Et après, informatiquement, je lui balance des radiations aussi qui vont correspondre à des protocoles cliniques. Ok. Et après, donc ça, on a un modèle. Et après, ce modèle-là, on vérifie est-ce que ça correspond, les données qu'on a, est-ce qu'effectivement il a l'air de fonctionner ou pas. En l'occurrence, il fonctionne bien. Pour résumer, ce que tu fais, histoire de bien capter ce dont on parle, tu modélises dans un ordinateur une tumeur, ce qui te permet en fait d'avoir une sorte de tumeur artificielle, comme si elle était réelle. Et en fait, sur l'ordi, plutôt que d'aller tester sur des individus, sur des patients, pour le coup, des souris, des fois. Ou des souris, d'accord. Donc pour éviter l'expérimentation humaine ou animale, toi tu codes tout dans l'ordinateur. Et à partir de là, tu peux balancer des radiations numériques et voir du coup ce qui peut se passer sans aucune intervention humaine, sans aucun risque pour personne. Sans danger, non. Quoi. Ouais, à part pour moi et la tête, mais voilà. Non. Et voilà. Et puis donc après, on modélise ça. Et puis en fait, là, l'image va aussi intervenir. On va avoir une autre forme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que après, il va falloir faire du cas par cas. En fonction du type de tumeur, c'est pas forcément les mêmes comportements. Et donc les petites règles que j'ai données, par exemple, une des règles qui est importante pour moi, c'est savoir si avec les radiations, la cellule se divise moins vite. Parce que les cellules, elles se divisent, elles se propagent. C'est comme ça que ça prolifère une tumeur, quoi. Les cellules, elles font plus de cellules. D'accord. Et du coup, ça, une façon de le mesurer, c'est avec l'imagerie, de regarder des cellules que tu regardes pousser, puis tu regardes en combien de temps elles se divisent. Et là, tu as aussi une intelligence artificielle qui va te permettre, à partir d'un film, de suivre toutes les cellules. Donc à la fin, tu as des milliers de cellules et de dire qu'est-ce qui est devenu chaque cellule. Donc en gros, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux regarder, pour essayer de résumer ça, en gros, tu peux regarder précisément ce qui se passe à tous les niveaux de la cellule, non seulement à un moment donné, mais le suivre dans le temps. Et donc, en gros, ça te permet... En gros, tu peux un peu tout modéliser et tout analyser. Voilà, si je comprends bien. C'est ça. Mais donc ça, c'est long à faire. C'est pas des trucs... Le modèle en lui-même, il va mettre 1 an ou 2 à développer. Après, le fait de trouver la bonne intelligence artificielle pour aller suivre les cellules, ça va être long aussi. Il faut valider. Justement, vu que ton boulot, c'est d'aider les chercheurs dans leurs expériences, tu leur développes donc des intelligences artificielles. Là, tu nous parles des cas où tu as réussi à le faire. Ce que je voulais savoir, c'est en gros, est-ce que ça t'est déjà arrivé que des chercheurs viennent te voir et que tu leur dises franchement, les gars, sur ce coup-là, une intelligence artificielle ne pourra pas vous aider? Ou est-ce qu'au contraire, jusqu'ici, à chaque fois, tu as trouvé la parade, soit parce que tu es super intelligente, ce dont je doute pas, mais aussi parce qu'au final, on peut peut-être tout faire avec des intelligences artificielles? Ouais, alors les cas où tu peux pas toujours aider les gens, c'est que c'est pas non plus magique. C'est-à-dire, si tu as une image qui est noire, elle est noire, ton image. Tu vas pas... tu pourras rien mater dedans, quoi. C'est vraiment qu'il n'y a rien dedans. Si elle est toute blanche aussi, d'ailleurs. Voilà, ou si elle est toute blanche, ils ont mal fait leur réglage d'acquisition, ou alors... Donc, il y a un côté expérimental qui est important. En gros, si les chercheurs ne viennent pas avec des bonnes données à la base, toi, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et en général, c'est bien qu'on discute avant qu'ils prennent leurs données sur ce qu'il va falloir qu'ils fassent comme données pour qu'on puisse en sortir quelque chose. Donc en fait, les chercheurs viennent te voir au tout départ de leur idée, tu les aides à monter l'idée, ils font pas, tu fais pas. On fait un premier essai, on regarde ce qui va être visible ou pas, ce qu'on va pouvoir faire. En général, des fois, on découvre peut-être une nouvelle piste aussi, donc on va refaire des expérimentations derrière. Ok, d'accord. Dernière petite question. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que tu étais en Suède pour un tagathon. Ah oui, ouais. Est-ce que tu pourrais... Alors déjà, visiblement, les chercheurs voyagent. Ouais. C'est assez cool à savoir. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un tagathon? Alors peut-être avant de dire ce que c'est qu'un tagathon, pour expliquer, donc moi ce que je fais, le fait d'appliquer l'intelligence artificielle comme ça à la biologie, c'est relativement nouveau, et surtout au traitement d'image pour la biologie. Et du coup, on a essayé de se monter un petit réseau européen avec d'autres copains qui font ça dans d'autres endroits donc vous ailleurs. Vous retrouvez entre potes en Suède. Voilà, on se retrouve, c'est ça. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est parce que justement l'intelligence artificielle, le deep learning, c'est pas magique non plus. C'est d'essayer de partager nos connaissances sur la meilleure façon de traiter les problèmes. Et donc, on fait une base de données de nos connaissances. Okay. Et donc, tagathon, c'est en fait parce qu'on tag des choses avec notre connaissance.
Donc en fait derrière on fait le des tagaton, modèles, c'est réunir des tous les contrôleurs. cerveaux des mecs qui bossent sur des mecs et des femmes, Ouais, bien sûr, c'est qui ça. bossent sur l'intelligence artificielle. Ouais, et on Et de se mettre en ferme dans commun. une pièce pendant 3 jours et puis Ok. on fait ça, on en profite pour discuter d'autres choses et avancer sur Mortel. ces points-là. Ok, Ouais. d'accord. Donc comme quoi, la morale un peu de cette partie, c'était au final l'intelligence artificielle dans nos téléphones, dans nos maisons, ok. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle qui aide les chercheurs, qui permet aux chercheurs de faire des découvertes scientifiques. Mon petit Jib, ça t'inspire quoi tout ça? Franchement, je trouve ça super intéressant et c'est marrant parce que quand tu parles de modéliser une tumeur, etc., virtuelle pour voir comment on va réagir, etc., ça me fait un peu penser, pour simplifier, aux jeux vidéo. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent à GTA 3 par exemple, ou GTA 4, ou les GTA, je sais pas combien ils sont sortis. Et ben en fait, il y a des moteurs d'animation 3D qui gèrent les textures, mais elles sont indépendantes des unes des autres. Et qui sont C'est à autonomes. moitié infini du coup. Il y a Voilà, et du autant coup, de quand on textures, tire c'est dans un dingue. mur, ça s'expose d'une telle manière et pas d'une autre parce que les petits morceaux sont. Voilà, etc. Donc en fait, c'est Exactement une pareil. sorte de GTA du cancer sur lequel tu es en train de bosser. Je trouve ça super stylé. C'est ça. C'est vraiment bien. Si vous avez des questions au public, n'hésitez pas. Hein, sur GTA, bien sûr, je pourrais répondre. Je suis un grand spécialiste et j'ai eu une médaille d'or, moi aussi, à GTA. Cristal. Ouais, non, Alors juste, je vais du coup reposer la question, Mortel aussi. En résumé, est-ce que la finalité... Waouh, tu peux la reposer mon pote? Mais c'est Non, simple. est-ce que, Est-ce que la voilà. finalité de si je comprends bien, est-ce que la finalité de l'intelligence artificielle, de la recherche sur l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas un peu de la biologie? Bah, on Mettez- fait beaucoup de mimétisme avec la vie. Effectivement, tu as les systèmes. Voilà, alors déjà, tu as le mimétisme avec la vie, les réseaux de neurones, on imite. Et après, tu as l'utilisation vraiment, parce qu'en fait, nous, on est le résultat quand même de plusieurs millénaires d'évolution. On est pas mal fait au final. Merci. Et effectivement. C'est ça. Et effectivement, il y a pas mal de chercheurs qui essayent de s'inspirer, voire carrément de récupérer des morceaux de nous, ou des morceaux humains pour faire des choses. Et non, si c'est possible que ça évolue dans ce sens-là vers des systèmes organiques. Après avoir parlé intelligence artificielle, on va refaire une petite pause musicale avant de reparler musique dans la prochaine partie. Et donc on va écouter à nouveau nos deux artistes nantais de Nocturne. Je ne sais pas si vous voyez le petit instrument que Damien a dans la main, c'est un magnifique bouzouki. Donc, Vous saviez pas ça, hein? ouais. Et on apprend trop de choses dans cette émission, c'est incroyable. Et cette fois, on va donc s'écouter le son qui s'intitule Voilà. Voilà. Allez Nocturne, c'est à vous. Je rêve d'un jour sans pluie, je rêve d'amour sans ennui, je rêve d'un tout petit bruit derrière l'oreille. Je rêve d'un tour sans manège, voyage de tout, je gamberge au gré de mille idées, moi je veux jouer. Voilà. Je n'ai pas grandi, voilà. Je reste ici, voilà. Je suis bien dans mon lit, voilà. Tant pis, je rêve d'un instant immortel, vivant et dansant. De plus belle, je veux qu'il brille dans mon ciel à tout jamais. Tous ces instants recherchés se trouvent dans chaque pensée. À la minute vécue, suffit d'y regarder. Voilà.
Sublime. Bravo. Voilà. Nocturne, messieurs, dames. Alors du coup maintenant on va attaquer la troisième partie de l'émission. On a beaucoup parlé intelligence artificielle. Je pense qu'il est temps de se faire une petite pause et de parler musique. Rhythm and Science, c'est avant tout des découvertes, certes scientifiques, mais aussi musicales. Et c'est pour ça qu'on a la chance du coup d'avoir parmi nous ce soir mes deux potes de Nocturne. Donc je vous présente officiellement du coup MC, Enchantée. chanteuse. C'est tout. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est pas le cas de tout le monde. Et Damien, du coup, chanteur, instrumentiste, bouzoukiste. Et bouzoukiste. Bouzoukiste, ouais, c'est ça. Je me posais une question, ouais, du coup, qui est un peu bébête, hein, mais vous vous appelez Nocturne. Pourquoi ? Ben, en fait, on a mis vachement de temps quand même à trouver un nom. On s'est dit, on va essayer toutes nos idées dans ah tiens, ce soir je vois Pourpre en concert ou ce soir je vois Spaghetti en concert. Ouais, vous On a êtes tout mis en essayé. situation en testant des noms de. Exactement. On voulait avoir envie de voir notre propre groupe rien qu'avec le nom. Ok. Ouais. Et donc Nocturne, vous avez dit bla. Bah, on s'est dit bla sur plusieurs mots. Tu sais, on est ah ouais, C'est vraiment tu vois du spaghetti bla quand même, tu vois. Ouais. Et puis bah, il a fallu faire un choix à un moment donné quand on a voulu se montrer aux gens et voilà, montrer notre musique. D'accord, ok. Effectivement, ouais. Donc Nocturne, moi la description que j'en ferai, hein, c'est du coup, comme vous le disiez, de la pop. Je trouve qu'il y a pas mal de petites sonorités un peu africaines, ça groove dans ce que vous faites, grave. Moi je trouvais personnellement que parfois ça frise même le R&B. Ouais, c'est pas une insulte, hein, le R&B, hein, c'est Usher, Alia. Tu viens de Rennes, toi aussi, c'est pour ça. Pourtant, en tout cas, ce que vous me disiez, c'est que c'est bien de la pop que vous faites. Alors, ma question là, qui est vraiment typiquement musicale, est-ce que c'est pas un peu compliqué au bout d'un moment de définir son style musical Ah, avec un si, style, c'est avec un nom? C'est un calvaire. Moi, à chaque fois qu'on me dit ah c'est quoi ton style musical, je suis là, en fait j'en sais rien. C'est même parce que au final c'est pas que de la pop qu'on fait. Comme tu dis, il y a des inspirations, il y a des influences. Nous deux, on est nourris de plein d'artistes qui nous ont abreuvés de leur musicalité, tu vois. Et qui n'ont rien à voir entre eux. Et Mais en fait, moi, tant qu'on n'est pas dans les bacs, moi personnellement, je m'en fiche de l'étiquette que Tant je qu'on mettrais. n'est pas dans les bacs. Ouais, s'il n'y a pas que- quelqu'un qui nous définit, en fait. D'accord, ok, ouais. Quelque Être dans part, les c'est un bacs, peu ça. c'est se vendre, c'est du terme technique un petit peu. Voilà. D'accord. C'est Je quand- me c'est tape quand- déjà les termes de scientifiques, si on pouvait éviter les termes de Quand musiciens. un album se retrouve dans les bacs, c'est les bacs Dans les bacs des de vente, espaces en fait. culturels, Ouais, exactement. D'accord, ouais. Bon, D'accord. après, notre Là- musique, forcément, elle groove, elle fait penser à du R&B parce qu'on a des choses qui se veulent sensuelles, peut-être, dans la manière dont ça groove, justement. Et on retrouve ça dans le R&B, dans pas mal de styles, dans le trip-hop aussi. À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on fait pas un peu de ça? Bah, justement, ma prochaine question, elle concerne votre EP. Je sais que vous êtes en train de bosser un EP en ce moment. Je sais pas, une dizaine de titres. Je Ouais, sais c'est pas. ça. Ouais, c'est ça, ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût? À quoi va ressembler votre EP pour nous donner une idée? Est-ce que ça va ressembler aux deux premiers morceaux que vous nous avez fait là? Je sais qu'il y en a encore deux autres à venir. Ouais. Comment vous. Comment on voit les choses? Ouais, toi, si, c'est marrant comme question. Bah, moi, je le vois déjà, parce que, en fait, les morceaux comme on les présente ce soir, c'est la deuxième fois qu'on les fait comme ça. Avant, on faisait du guitare-voix. Ouais. Ok. Donc à partir de là, ce qui va être intéressant, par exemple en réécoutant cette émission et aussi en réécoutant d'autres moments où on s'est enregistré, c'est de savoir ce qui manque en fait à nos arrangements. Donc il est possible que les versions qu'on a ce soir soient un peu plus simplistes que ce qu'on va vouloir produire. D'accord, pour c'est l'EP. vraiment en Oui, c'est évolution perpétuelle. Vous testez ça en scène comme ce soir. Voilà. Et ensuite, vous faites évoluer vos morceaux, quoi. Voilà, mais pour ça, on a besoin de prendre un peu de recul et de réécouter ce qu'on a fait. Et ça demande un peu de temps. Et là, on a le plaisir de jouer, mais très tôt dans le processus de création. Bah, justement, c'est marrant qu'on parle du processus de création, puisque vous l'aurez remarqué, hein, le concept de Rhythm and Science, c'est de mélanger du rythme, de la musique et donc de la science. Du coup, j'ai voulu tester un nouveau concept. Je vais faire exactement la même interview à ma scientifique et à mes icos. Comme ça va nous permettre de voir les points communs et les différences entre quête musicale, faire un son, trouver l'inspi, et la quête scientifique, faire une expérience et quelque part trouver l'inspi de la même manière. Du coup, première question, et on va voir un peu s'il y a de la diff ou pas. Perrine, quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je le sais, je veux devenir scientifique? T'avais à peu près quel âge? C'était... Alors, en vrai, je sais pas pourquoi, en 6e, je m'étais dit, tiens, je ferais ingénieur de recherche au CNRS. Non. Si. Ça Alors que je connaissais personne. Arrête, c'est hyper C'est précoce. vrai. Voilà, mais en fait, donc j'ai fait ça. Mortel. Et mais par contre, je sais pas pourquoi, tu vois. D'accord, ok, donc à peu près Et en après, 6e, quoi. non, par contre, après, je suis partie plutôt, tu vois, en école d'ingénieur, donc j'étais pas forcément partie pour faire de la recherche.
Et en fait, je suis retombée dedans. J'ai fait un DEA et puis recherche t'a voilà, c'est ça rattrapé, qui quoi. m'intéressait Ok. aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, Donc après, c'était en 5e année d'école d'ingénieur. Je me suis dit que je vais faire de la recherche. ça s'est confirmé, d'accord. Mais en tout cas, assez jeune, au final, 10-12 ans. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'avais retrouvé une petite fiche de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Et vous, les gars, justement, quand est-ce que vous... Enfin, les gars, les filles, bien sûr. Quand est-ce que vous vous êtes dit... je veux être Zikos. Est-ce que c'était comme Perrine, c'était hyper précoce? Ou est-ce qu'au contraire, ça arrivait plus tard? Personnellement, ça s'est fait en 2 phases. Il y a eu la première phase où j'ai rencontré des copines qui faisaient de la guitare et tout. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'adore chanter. Et en fait, c'est vachement cool. Et en fait, il n'y a pas plus tard que 3 ans où là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Donc c'était hyper récemment, en fait. Ouais, C'était d'accord, ok. Hyper récent. D'accord. Ça fait longtemps que j'en fais. Ok. Et toi, Damien? Pareil, c'est récemment? Pas tout à fait. En fait, je faisais un peu rien de ma vie en étant jeune. J'avais pas de passion. À 10-12 ans, j'avais pas de passion. Et puis mes parents m'ont mis, entre autres choses, à la guitare à 15-16 ans. Parce que j'arrêtais pas de faire avec sur les disques que j'écoutais. Donc ils en avaient marre. Et ils se sont dit, on va lui mettre une vraie guitare dans la main. On va mettre une vraie guitare. J'y ai pas touché pendant un an. J'ai préféré jouer sur un bâton cassé de croquet, si tu sais ce que c'est le croquet, si vous savez. Ouais. Et vous voyez ce que c'est le croquet? C'est le golf... C'est le golf anglais, peut-être? Est-ce que c'est anglais? J'allais dire raté, mais d'accord, ok. Le golf anglais, plutôt. Et voilà. Et en fait, non, moi, j'ai joué pour le plaisir, pour le fun. Et après, j'ai arrêté la fac vers, je sais pas, 20-22 ans. Je me disais, j'aime pas le délire scolaire et tout ça. C'est pas là où je m'épanouis. Donc au final, assez étonnamment, c'est la première fois que je me retrouve dans le cas de figure où c'est la scientifique qui a eu l'apparition divine assez jeune, et inversement, les Zikos qui se sont dit un peu sur le tard. Les Zikos qui avaient Tu faim. sais, Ouais, c'est ça. il y a un peu ce truc-là aussi de les musiciens. Si tu dis à tes parents, papa, je veux être un artiste, tu vois, on va te dire, en fait, tu vas pas trouver forcément ta voie. Fais d'abord tes études. Fais d'abord scientifique. Fais d'abord de la vois. science et ensuite fais du son. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire. Deuxième petite question. Comment vous vient l'idée d'une musique? On va essayer de faire assez succinct, si possible. Mais comment vous vient l'idée d'un son? Comme ça. Genre fulgurance? Non, mais carrément. C'est genre d'un coup flash, quoi. Non, moi, c'est tous les moments où je m'ennuie. Et ça peut être l'ennui par la solitude, par le malheur. Je me fais larguer. Enfin, ça peut être plein de choses dans la vie. Okay. À un moment donné où je trouve rien d'autre à faire chez moi que de prendre une guitare ou un instrument ou d'aller sur mon PC pour faire de la MAO, je vais Donc me mettre à jouer. de la musique assistée par de la ordinateur. musique MAO, assistée, ouais. voilà, c'est ça. En fait, c'est là, j'ai l'impression d'être un gros feignant en fait de la création. Mais quand il y a des moments de la vie où ça vient, je suis productif. Puis c'est comme si ça avait mijoté inconsciemment pendant longtemps. Puis pouf, là, ça vient tout seul. Souvent, D'accord, ok. Ouais. Et toi, toi, du coup, c'est plutôt dans l'ennui. Toi, du coup, c'est plutôt des flashs. Moi, c'est des moments où, je sais pas, j'ai l'impression d'être une porte ouverte à l'inspiration, où ça passe, quoi. Ok, mortel. Sinon, ça passe pas. D'accord. Et du coup, comment ça se passe dans le cerveau d'une scientifique, ou en tout cas dans ton cerveau? Comment tu trouves l'inspi? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, l'inspi, ça va être aussi... Je vais avoir un problème au début, quand même. Mais par contre, je vais y penser. Des fois, si vous me croisez, vous me verrez parler toute seule dans le tram. Voilà. Et puis, effectivement, ça mûrit. Des fois, tu as plusieurs idées en même temps dans la tête. Et puis, à un moment, tu poses, tu testes. Et puis... Donc, au final, ta façon d'avoir l'inspi se rapprocherait un peu de celle... Sans le côté souffrance. Comme voilà. Damien, Après, mais sans le côté souffrance. Tu as le côté aussi, ce que j'ai... ce que vous n'avez pas dit aussi, c'est que tu as aussi l'inspiration à côté. C'est-à-dire que tu vas aussi... alors moi, l'équivalent de mes concerts, ça va être des conférences. Hein. Tu vas avoir des trucs trop cool aux conférences. Okay. Et puis, ça va te donner aussi, des fois, une idée. Tiens, j'ai envie de creuser ça. Ou... Donc, au final, la science et la musique, en termes d'inspiration, ça semble pas si éloigné que ça. On est d'accord? Moi, j'aimerais ajouter aussi, en fait, c'est qu'un biais, la musique, en fait. Ouais. Je me sers de la musique pour communiquer quelque chose qui m'importe. Mais en fait, ce qui va m'importer, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la musique la plupart du temps. Ok, ouais. Tu parlais tout à l'heure d'inspiration. Assez rapidement, est-ce que vous avez 2-3 noms de Zikos connus qui vous inspirent? Comme ça pourra éventuellement donner quelques références aux gens qui nous regardent ou qui sont là ce soir. Du Sardou. Liane Folly, non. Non, il y en a vraiment une pour moi qui est trop bien, c'est Björk. Ok. Björk, la chanteuse nordique un peu... Ouais. Elle, ouais. D'accord, Camille, ok, Björk. Il y en a qui squattent du Björk ici ou pas, par curiosité?
Faut Ah, vraiment ça lève écouter, moins les la gars. main que sur les intelligences Faut vraiment artificielles. Hein. écouter. Tout à l'heure, ça faisait les malins. Je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'il y en a Très qui écoutent du important. sardou ici? Qui chante le Connemara en soirée. Clairement, vous pourriez tous lever la main, les potes. Ah, moi, je veux bien faire du name dropping, c'est pas très compliqué, mais j'ai beaucoup baigné dans les jeux vidéo, donc et on se fait une partie après. Donc Nobuo Uematsu, qui est un compositeur japonais, qui a fait les musiques de Final Fantasy notamment. Voilà, c'est un gars qui est inspiré de plein de choses aussi en fait. Donc il fait que rendre hommage à plein de bons artistes. Après, j'aime beaucoup de choses. J'aime Danny Elfman, qui fait les musiques de Batman, les Simpsons, les films de je sais plus qui là, de Tim Burton. Ouais, musique de film. Ouais. Voilà, mais ça me ramène à la musique classique. Mais bon, je vais arrêter là déjà. Et puis sinon, moi j'écoute énormément de rock prog aussi. Ok. Donc on retourne aux bases avec King Crimson et puis des choses encore avant. D'accord. Donc visiblement, en tout cas, chez les musiciens, les sources d'inspiration sont quand même assez évidentes. Vous m'avez trouvé des noms assez rapidement. Perrine, est-ce que tu as des sources d'inspi scientifiques? Est-ce que genre toi, tu as l'équivalent de Björk, on va dire, le Björk de la science qui te motive à développer des IA? Ouais, c'est. Alors après, il y a des gens que vous connaîtrez pas. Ça va être les gens que j'ai croisés dans ma carrière qui m'ont inspiré. Ouais. Parce qu'ils avaient une façon de penser, de faire ou de voir leur science qui me plaisait. Après, dans les gens un peu connus, moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui m'inspire, parce que c'est par là que j'aimerais bien aller aussi. C'est les gens qui bossent de façon, on va dire, pluridisciplinaire, avec pas mal de disciplines différentes, et donc où l'intelligence artificielle c'est qu'une brique en fait pour répondre à un truc. Donc dans les gens un peu connus, il y a Gaudens Danuser, je pense que personne connaît. Comment Gaudens Danuser, mais personne ne va le connaître. Est-ce que quelqu'un connaît Gaudens Danuser? Non, voilà. Sinon il y a Donc personne connaît. Eric Bedzik, peut-être, c'est un prix Nobel quand même. Non, si quelqu'un pouvait dire oui, s'il vous plaît, ce serait vraiment sympa. Non, désolé, mais j'avoue, je l'ai pas non plus. Ok, donc j'ai pas leur poster dans ma chambre non plus, quoi. Tu vas pas à leur concert, congrès Si, je les vois en conf des fois, ouais. En tant que scientifique, tu squattes quoi comme son en ce moment? Est-ce que tu as un ou deux sons là à donner aux gens qui nous regardent? Je suis curieux de savoir ce qu'une développeuse d'intelligence artificielle écoute pour se motiver à taffer. Ouais, alors moi j'écoute pas de musique en taffant parce que je n'entendrai pas, je suis trop concentrée. D'accord, ok. Mais je sais qu'il y a plein de collègues qui bossent avec de la musique. Ok. Puis après, donc en vie perso, j'écoute pas mal de choses différentes. Je suis très Björk aussi. Ah. Voilà. Mais ok, ouais. d'accord. Et vous les gars, vous squattez quoi comme son en ce moment? Parce que je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que les icos écoutent au final en ce moment. Est-ce qu'il y a du Maître Gims Non, Jules, j'aime bien. Jules. Jules, pardon. Parce que, non. Tu vois, en ce moment, moi, je suis très un peu dans le jazz avec Esperanza Spalding, Snarky Puppy, tout cette engeance-là. Liane La Havas, c'est pas du jazz. Ah mais, ouais, c'est carrément. trop bien, ça, ouais. Vous connaissez? C'est une meuf C'est une de chanteuse. 25 ans Ouais. qui a une voix d'or. Carrément. Ouais. Damien? Moi, je suis beaucoup On dans mettra, les musiques. on mettra les Ouais. noms sur les réseaux sociaux au fait, pour info. Hein. Comme ça, s'il y a des personnes curieuses qui veulent écouter tout ça, je pose pas juste les questions comme ça, c'est aussi pour qu'on puisse faire des petites découvertes, quoi. Je suis beaucoup dans les musiques du monde et en fait, je connais pas forcément, je me rappelle pas forcément des artistes parce que je les trouve sur par exemple YouTube ou sur des choses comme ça et on les voit faire une vidéo et on recherche après l'album, ils en ont pas de disponible aussi facilement qu'on pourrait le croire. Mais toutes les musiques du monde, ça peut être des musiques arabes, ça peut être des musiques africaines. Et de l'Europe de l'Est aussi. Ok. Donc plutôt cette région en ce moment, moi, c'est assez mon kiff, quoi. Ok, mortel. JB, tu ferais quoi comme bilan là du coup de notre interview Zikos vs scientifique? Plutôt pareil, plutôt pas pareil? Il y a pas mal de plutôt- similitudes. Moi, je suis un peu dégoûté. Par contre, je suis désolé, mais je pensais que les scientifiques, ils bossaient avec des vieux casques les années ah, 80. si, j'ai plein de en collègues écoutant, qui font ça. Et toi, tu fais pas ça. Je pourrais le mettre, mais ça sert à rien, quoi. J'écoute pas. Bon, bah tant pis pour Voilà. moi alors. Non, mais c'était super intéressant, mon petit Dropix. Bah ouais, et là j'ai trouvé l'article parfait pour faire fusionner le thème scientifique et le thème musical. C'est un article qui a sorti le site humanoid.fr, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. C'est un peu le site, ça fait partie des sites du geek par excellence. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Que le tout premier album composé entièrement par une intelligence artificielle est sorti début septembre. C'est pas n'importe qui a sorti cet album. Bon, si, ok. C'est un peu n'importe qui, puisque c'est une ex-gagnante de American Idol aux États-Unis. Donc bon, nous, on connaît pas forcément. Hein. Elle a utilisé un logiciel qui s'appelle Ampère. Et ce logiciel, c'est une intelligence artificielle qui a la capacité de composer, produire
et jouer la musique. Concrètement, c'est une grande première. J'ai écouté quelques sons. C'est hyper intéressant. Je vous invite à écouter, à vous faire votre propre avis. Ma question, là, cette fois, elle est vraiment pour tout le monde. Est-ce que pour vous, le futur de la musique, comme le pense cette chanteuse, c'est justement les collaborations intelligence artificielle humain, ou est-ce que l'avenir de la musique, c'est pas carrément de voir des albums composés uniquement par des intelligences artificielles, du Jean-Michel Jarre informatique un peu. Est-ce que vous seriez chaud pour participer à ce type d'expérience musicale? Moi, j'ai vu un concert en fait entre une intelligence artificielle, une machine, un bœuf en jazz avec des musiciens de jazz. Et c'était surprenant et il y avait des gros ratés par moments. Il y avait des moments où ça partait pas mal. Ils rentraient dans le même trip que le musicien, etc. Et c'était pas mal. Ouais. Moi, ça me fait penser à Imogen Heap. Je sais pas si vous voyez. Imogen Heap. Ouais. Imogen, Non. H-E-A-P à la fin, Imogen Heap. Elle a créé, je ne sais pas si ça appartient à l'intelligence artificielle, mais c'est une sorte de gant qui, quand tu vas faire des mouvements, qui va réagir à ça, et ça va créer de la musique en fait derrière. Donc ça va réagir avec un logiciel. Et elle a fait pas mal de sons comme ça. Elle a fait des concerts, des conférences. Tu te verrais, toi, plutôt collaborer avec Damien, par exemple, prendre un ordi à sa place? Tu sais, on n'est pas loin, regarde, on a plein de machines. Ah oui, c'est vrai, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites pédales en bas, donc ils composent vraiment un peu en même temps. Ça nous aide beaucoup, en fait, ça nous aide à avoir un bassiste. Le bassiste, il est coincé là-dedans. Tu vois, On est d'accord qu'ils réfléchissent pas tout seuls, par contre, vos pédales, c'est bien vous qui les activez. Par contre, c'est nous qui faisons les sons avant, c'est sûr. Toi, Damien, tu serais chaud pour collaborer avec une IA? Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais passer par encore le jeu vidéo. Parce qu'il se passe un truc dans ce qu'on appelle le speedrunning, c'est le fait de finir un jeu le plus rapidement possible. Il y a des gens qui utilisent des logiciels qui sont des outils qui leur permettent de faire la version la plus rapide possible qu'un humain sera incapable de faire d'ailleurs. Et il y a une certaine différence. Moi j'étais gamer à un moment donné dans ce genre de délire-là, et quand tu joues, quand tu as ta patte humaine dans la run que tu fais, c'est-à-dire dans ce que tu vas enregistrer, là, quand tu finis le jeu, il y a quelque chose d'humain, et pourtant on parle d'un jeu vidéo, donc on est loin d'un truc vraiment émouvant. Mais il y a quelque chose qui se décèle quand même quand on connaît bien ce jeu-là. Et le TAS, lui, a quelque chose de complètement artificiel qu'on voit tout de suite. Le TAS. Alors le TAS, c'est le Tool Assisted Speedrun. C'est-à-dire le fait de finir le jeu grâce à un logiciel qui joue en speed et qui joue à la place. Donc c'est pas l'humain qui joue, c'est l'humain qui rentre les données pour que le petit bonhomme, par exemple, il fasse le jeu tout seul. Un peu comme si c'était un algorithme, en fait. Un peu. Exactement. Okay. Et moi, ce que je vois, c'est que, avec un gant, je pense que la touche humaine dans la musique, elle est obligatoire. C'est-à-dire... quand tu arrives dans un concert, tu as besoin de la sueur des musiciens, tu as besoin de cette énergie qui s'envoie. Et il existe déjà des concerts au Japon ou dans les pays asiatiques où c'est des hologrammes en fait, qui remplacent et qui deviennent des nouvelles icônes et qui sont déjà préprogrammées. Donc il y a quelque chose d'à la fois assez fun, mais tu vois, moi je te disais que j'étais à fond dans les musiques du monde en ce moment. Il se passe quelque chose quand tu vois des gens jouer des instruments avec des timbres très particuliers, où tu vois des voix. Il y a un nombre de voix qu'une intelligence artificielle, on aurait du mal à créer autant de timbres de voix que ce qu'il y a sur Terre. Et putain, ça t'envoie des trucs. À chaque fois, c'est nouveau, c'est une manière, tu vois. Moi, je peux faire de la musique 50 ans dans ma vie, je peux crever en faisant de la musique. Et il y aura toujours une voix qui me percera le tympan, mais dans le bon sens du terme. Qui dira, t'es pas prêt de jouer avec une IA, toi? Mais si, jouer avec une IA complètement. Okay. Mais en fait, il faut qu'il y ait l'élément humain, à mon avis. D'accord, il faut absolument que ce soit une collab. Et en live, en fait. Okay. Ça, c'est la limite, justement, qui est posée en intelligence artificielle. C'est on considère qu'on sera complètement abouti lorsqu'on verra plus la différence avec des humains, quoi. C'est le test dit de Turing. C'est le jour où tu discutes avec un ordinateur, donc ce serait valable pour la musique, et que tu vois pas la différence de comportement, c'est que là, ça y est, on a atteint... le top de l'intelligence artificielle. Et là, on n'y est pas du tout, c'est vrai, quoi. Ok. Eh ben, parfait. Vous voyez ce que ça donne quand on laisse des scientifiques et des musiciens parler ensemble? Ça finit en crescendo. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des petites questions? Non, pas de questions sur la partie musique-science? Eh ben, très bien. On va pouvoir écouter un troisième morceau avant d'attaquer la dernière partie. Et promis, on va tracer sur la dernière partie pour terminer l'émission dans les temps. Everything's changed. Just another world, just another smell. Easy to trick my mind.
Hallelujah. I'm in a strange land full of freaky shadows, but I feel inside of me some peace of mind. I feel like a little bird. Oh, flying over the disorder. Doesn't touch me as deep as before. It fills me up with rapture. I'd like to be in these nightmares. It gives me quivers. I'd like to be in these nightmares. I look around me, everything's changing. Just another world, just another smell. Easy to trick my mind. Oh, it decided to lie to me again. Hallelujah. 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 I'm in a strange land full of freaky shadows, and I feel inside of me some peace of mind. I feel like a little bird. I'm flying over the disorder. Doesn't touch me as deep as before. It fills me up with rapture. I'd like to be in these nightmares. It gives me quivers. I'd like to be in these nightmares. I look around me, everything's changed. Just another world, just another smell. Easy to trick my brain. It decided to lie to me again. I look around me. This is a beautiful painting. I look around me. Everything's changed. Just another world, just another smell. I look around me, everything's changing. Just another world, just another smell. Easy to trick my brain. It decided to lie to me again. C'était Beautiful Painting de Nocturne. On va donc attaquer la quatrième et dernière partie d'émission. Cette fois, on va changer un peu de sujet. Depuis le début, on parle intelligence artificielle, on parle musique pop. Il y a un sujet qui intéresse de plus en plus le grand public et dont on ne parle pas beaucoup, dont les scientifiques s'intéressent assez peu, c'est la médecine alternative. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir ce soir Mappy, qui va nous parler d'une de ces médecines alternatives. Et on peut l'applaudir quand même. Ouais. Ma petite Mappy, de quoi tu vas nous parler du coup ce soir ? Alors bonsoir, donc moi ce soir je vais vous parler de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est le truc avec les aiguilles là ? Exactement. L'acupuncture c'est un outil qu'on utilise en médecine chinoise et il faut savoir que la médecine chinoise c'est une médecine énergétique qui n'est pas basée sur la science. Énergétique, concrètement ça veut dire quoi énergétique ? C'est un truc de hippie. Ouais, complètement. En fait le qi, qui veut dire énergie en chinois, est défini comme un souffle vital qui circule en permanence dans le corps. Et en fait elle suit des trajets très précis qu'on appelle méridiens. Et selon cette médecine chinoise, l'énergie alimente nos organes pour faire fonctionner nos fonctions vitales. En fait. C'est pas un peu bizarre le concept justement d'énergie vitale qui circule dans le corps Hippie.
Et ça peut sembler bizarre dans notre culture. Et pourtant, il faut savoir que c'est un Français qui a ramené cette médecine en Europe au 19e siècle. Et ensuite, Louis Berlioz a tenté de remplacer les termes un peu abstraits de chi et de méridien par les nerfs et l'électricité. Mais ça reste très différent de la philosophie initiale, en fait. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la philosophie initiale de l'acupuncture ? Ok. Faut savoir qu'en fait, dans cette médecine, tout est symbolique. Je prends un exemple. Des brûlures d'estomac chroniques, ça peut être lié à un stress et ça peut être un facteur physiologique, mais aussi ça peut être le fait qu'on n'arrive pas à accepter des événements non voulus. Ok. Et je rappelle que l'estomac a pour but en fait d'accueillir et d'assimiler la nourriture. Et ici, on parlerait plutôt d'une nourriture émotionnelle en fait. D'accord, donc si je comprends bien, il y a certaines choses que le corps nous envoie des messages en quelque sorte, c'est ça ? C'est ça. Et en gros, la maladie s'installe quand on n'arrive pas à écouter les mots du corps, donc les mots comme message, mais aussi comme douleur. D'accord, donc... Et en fait, c'est justement à ce moment-là qu'on utilise l'acupuncture, parce qu'elle va servir à harmoniser l'énergie dans le corps. D'accord, ok. Donc concrètement, comment on harmonise l'énergie ? Qu'est-ce qui se passe dans une séance d'acupuncture ? Alors, ce qui se passe dans une séance, c'est qu'au tout début, donc, le praticien va vous poser plein de questions sur votre état de santé, le mode de vie, les traumatismes qu'il y a pu avoir. Et ensuite, fait un diagnostic. Un diagnostic, Ok. clairement. Et ensuite, une fois qu'il a ciblé les déséquilibres, tu t'installes sur une table et là, il va implanter des aiguilles sur des points très précis. Ting, ting, ting. Et ça va stimuler l'énergie et améliorer la circulation. C'est pas forcément agréable, mais tu peux ressentir des effets comme des fourmillements ou de la chaleur dans le corps. Sachant que tout ce que tu me dis, c'est un peu flou pour moi qui suis scientifique, concrètement, comment on peut savoir si ça fonctionne, l'acupuncture ? Donc l'acupuncture, je précise que ça reste une médecine qui est empirique. Donc c'est en fonction de l'évolution des symptômes, de ta douleur, de ton transit, l'état de ta peau, plein de petits signes comme ça. Le processus peut être plus ou moins long en fonction de la gravité du déséquilibre. Et statistiquement, on sait qu'en 2010, un Français sur 5 avait déjà essayé l'acupuncture. Ah bah tiens, par curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont testé l'acupuncture ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Yes. Ok, on n'est pas vraiment à 1 sur 5. On n'a que 3 hippies dans la On a salle. 3. On est à 4 du coup. 4 hippies. on est à presque 1 sur 10, un truc comme ça. Ok, très bien. Voilà. Et au-delà de ça, en 2002, l'OMS référençait plus de 28 pathologies qui pouvaient être traitées par l'acupuncture, ce qui explique qu'aujourd'hui, 17 hôpitaux parisiens ont ouvert leurs portes à ce traitement, en complétement du traitement curatif, je précise. D'accord, donc au final, ça semble quand même reconnu un peu par la communauté médicale. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur le sujet ? Il y en a, oui. Aujourd'hui, il y a notamment le Cochrane qui fait poids. Le Cochrane, c'est un réseau mondial d'experts indépendants qui fait de la médecine, qui fait de la recherche sur la médecine fondée sur les preuves. Et ils ont répertorié des pathologies qu'on peut traiter en acupuncture, comme les maux de tête, la lombalgie, les douleurs prémenstruelles. Ok. Et néanmoins, il y a de nombreuses études qui nécessitent davantage de recherche pour avancer. Vu qu'on parle là du coup d'une médecine qui est un peu ancestrale, l'acupuncture, c'est un truc de vieux chinois, moi j'ai envie de dire. J'imagine que tu dois bien avoir une petite anecdote sur le sujet ? J'ai une anecdote sur le sujet. Allez, avant de partir. En fait, il faut savoir que dans l'ancien temps en Chine, on payait son médecin tant qu'il nous gardait en bonne santé. Donc c'est un aspect très très préventif parce que ça amène à la question de pourquoi faudrait-il toujours attendre d'être malade pour penser à prendre soin de soi. Mais la question, elle mérite d'être posée. Donc si j'ai bien compris, l'acupuncture, ça peut être utile dans certaines maladies pour lesquelles c'est clairement reconnu, des petites maladies. Ça peut être utile en préventif ou alors en complément d'un traitement curatif. En complément également, oui, tout à fait. Ok, d'accord, parfait. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Okay, merci. Reste avec nous pour la fin d'émission. Bah oui, reste avec nous tant qu'à faire. Maintenant qu'on a parlé acupuncture, je voulais quand même terminer par parler d'intelligence artificielle. C'est quand même pour ça que tu es venue parmi nous ce soir, Perrine. J'aurais pu vous parler du chatbot. Est-ce que vous savez ce qu'est un chatbot ? Un chatbot, en fait, c'est un robot sur Internet avec qui tu peux parler et qui est censé te répondre et te parler en mode normal. Bah, j'aurais pu vous parler du chatbot qu'a lancé Microsoft l'année dernière et qui, en moins de 24 heures, a fini par être nazi et nympho. C'était censé être une préadolescente. De toute façon, sur Internet, le point Godwin n'est jamais très loin. J'aurais pu aussi vous parler de ce recrutement sans préjugés que nous promet une entreprise. Le concept est assez simple. Vous envoyez une vidéo de candidature et l'intelligence artificielle va analyser, scanner tout ça, votre attitude, votre visage, et ça va permettre de faire un premier tri, soi-disant sans aucun préjugé. Il vient d'où cet article ? Cet article vient du Figaro. D'accord. As-tu quelque chose à ajouter ? Je n'ai rien à dire là-dessus. Non, moi je préfère vous parler de choses un peu plus polémiques. Est-ce que certains parmi vous connaissent Mathieu Vidard ? Mathieu Vidard qui est
Exactement, le présentateur de l'émission La Tête au carré, c'est une référence en émission scientifique sur France Inter. Il a poussé un petit coup de gueule contre une intelligence artificielle assez particulière. Ils ont rentré une grosse base de données. Plein de photos dans cette intelligence artificielle, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. Et puis, pour chaque photo était précisée l'orientation sexuelle de la personne. Et bien, ce qui paraît, grâce à cette intelligence artificielle, si jamais on met ma photo ou celle de n'importe lequel d'entre vous, l'IA est censée pouvoir deviner votre orientation sexuelle. Non seulement scientifiquement, le concept est assez foireux, puisque ça sous-entend qu'on peut deviner l'orientation sexuelle juste sur un physique, mais alors, éthiquement, j'ai du mal à comprendre le but de ce truc-là. Clairement, on est à la limite. Alors, ma question, elle est surtout pour toi, Perrine, concernant cet article. Est-ce qu'il y a une forme de réglementation, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de moratoire entre génie de l'IA, ou est-ce qu'en fait, concrètement, n'importe qui peut faire n'importe quoi ? Ouais, je sais pas d'où elle venait la recherche là, mais là, typiquement, je pense que ce serait jamais financé en France. C'est une entreprise américaine. C'est une entreprise américaine, ouais. D'accord. Ouais, non, effectivement, n'importe qui peut pas faire n'importe quoi. Enfin, tout à l'heure, sur la question de est-ce qu'on pouvait aussi essayer de deviner la couleur des cheveux, etc., au niveau du génome, je disais oui, il y a des algorithmes qui font ça, mais en vrai, c'est pas tellement pour la couleur des cheveux, c'est plus pour savoir s'il y a une maladie ou pas derrière, quoi. En fonction des gènes, on va pouvoir prédire ou pas si la maladie va se développer. Mais oui, non, moi, ça me paraît assez aberrant aussi que ce soit autorisé et puis que ça fonctionne aussi. Ouais, c'est un peu bizarre. Et en tout cas, ils ont fait une grosse publicité autour de ça. Je voulais aussi vous parler d'un autre aspect de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a qui suivent South Park parmi vous ? Yeah. Est-ce que vous avez vu l'épisode du mois dernier ? Ah, tu l'as vu, l'épisode du mois dernier est hyper particulier en fait. Il concerne les intelligences artificielles. Est-ce que vous connaissez les assistants virtuels ? Ok, Google. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas quelle est la phrase qu'il faut dire, mais l'assistant virtuel, c'est Siri concrètement. Je ne sais pas comment on l'active sur un iPhone, j'avoue, je ne maîtrise pas. Mais en gros, tu vas lui dire, quelle va être la météo demain, je vais aller me mater un film après-demain. C'est censé être la secrétaire qu'on n'a pas les moyens d'avoir. Donc du coup, il y a deux types d'assistants virtuels. Il y en a même plusieurs. Il y a celui de Google, celui d'Apple, celui d'Amazon. Et pour revenir à l'épisode de South Park, ils se sont amusés à faire dire à Cartman tout un tas de conneries après OK Google. Notamment, un exemple parmi tant d'autres, ajouter à la liste de courses des chips au sein. Le délire, c'est que tous ceux qui ont maté cet épisode de South Park et qui avaient des assistants virtuels ont eu toutes les conneries de Cartman qui sont ajoutées vraiment à leur téléphone, vraiment à leur assistant virtuel. Au-delà du côté comique de la chose, je pense que ça souligne aussi l'aspect sécurité des intelligences artificielles. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue sécurité dans l'intelligence artificielle concrètement ? Est-ce que l'intelligence artificielle souffre des mêmes problèmes de sécurité que n'importe quel autre domaine informatique ? Quand on voit ce qui se passe avec nos données, qu'en est-il ? Oui, effectivement, c'est pas lié à l'algorithme qui va être utilisé, la sécurité, quoi. C'est plutôt l'ouverture du réseau dessus. Donc ouais, il y a des problèmes de sécurité. Les assistants virtuels, ça fonctionne pas exactement pareil. C'est pas vraiment du deep learning, c'est plutôt basé sur toutes les informations du web qui sont exposées, et puis ça résonne parce que tu vas avoir des informations. Tu sais que un restaurant, c'est un restaurant indien, et que dans la famille, que tel marrant de penser à indien. Et que tel autre. Que quand tu as envie de manger je sais pas ce qu'on sert dans du riz au curry. Du riz au curry, par exemple, tu as plus de chances d'en trouver. Donc après tu vas avoir des choses qui sont préenregistrées. forcément. C'est plus du préenregistrement de relations entre les choses souvent. D'accord. Et après, par contre, à ça se rajoute la reconnaissance vocale et puis des mots qu'il connaissait pas. Et éventuellement, il va pouvoir les rajouter après. Et donc peut-être pour les chips au sein, il les a rajoutés effectivement à sa liste de choses possibles qu'on pouvait acheter. Après, là, sur le coup, le problème de la sécurité, c'était pas forcément grave. J'imagine que ça non, rajoute. pour le cas là, non, mais de façon plus globale, la sécurité, en tout cas, une IA garantit pas plus de sécurité qu'un ordi classique, quoi. Ah non. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, ouais. Vous utilisez des assistants virtuels ? Pas plus confus. Non ? Non ? Dans le public, ça n'utilise pas d'assistant virtuel non plus ? Si. Ah, il y en a un, deux. Ah, parfait. Je voulais terminer sur une note positive un peu, parce qu'on parle sécurité, on parle risque. Curry, tout ça. Voilà, on parle restaurant indien aussi.
Il se trouve qu'en fait, les intelligences artificielles, comme Perrine nous l'a expliqué quand même pendant toute l'émission, permet d'analyser des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant par la capacité d'analyse en fait. Il se trouve qu'ils ont qu'ils ont voulu utiliser des intelligences artificielles pour étudier la dégénérescence des neurones. Pourquoi ? Parce qu'on espère qu'en fait ces IA vont permettre d'aider à découvrir des traitements curatifs contre la maladie d'Alzheimer. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, alors ils n'ont pas encore communiqué sur ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont monté à Paris tout un congrès spécialisé sur intelligence artificielle et Alzheimer. Preuve que l'intelligence artificielle peut clairement aider, comme on a posé la question tout à l'heure, dans la découverte et comment dire, la guérison de maladies. C'est tellement bien dit. Ouais, c'est ça, ça te va ? Ok, parfait. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'émission en fait, les petits potes. On est déjà arrivé au bout. On va laisser tranquillement Nocturne se préparer à nous jouer son dernier morceau qui s'appelle Libertine. Ouais. Qui va encore être joué au bouzouki, c'est ça ? Oui, c'est Et ça. pendant ce temps-là, moi je vais en profiter pour remercier tout le monde. Forcément remercier la Maison du Café qui nous a accueillis ce soir. Remercier Perrine. Et je pense que vous pouvez l'applaudir, elle nous a donné de son temps pour nous aider à comprendre tout ça. Carrément, ouais. Évidemment, remercier les potes de Nocturne qui viennent quand même nous faire une session live, une session presque acoustique comme ça, juste pour le plaisir, ça fait grave kiffer. Ouais, grave, merci. Évidemment, je voulais remercier Mappy qui est venu nous parler de médecine alternative. J'espère qu'on te reverra dans une prochaine émission. Bah oui, j'espère aussi, avec Ça, plaisir. ça c'est du lourd, ça c'est du lourd. Je voulais aussi remercier Sylvain qui est à la réal et qui s'occupe des caméras, qui va permettre que ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir puissent voir ça sur YouTube et sur Internet. Et Dieu sait qu'il a eu du boulot ce soir. Évidemment, je voulais remercier mon Jib. Hein, allez là, vous pouvez y aller sur les applaudissements. Et donc, un grand merci à vous tous qui êtes venus. Vous êtes quoi, une trentaine, je pense, un truc comme ça. Merci de vous être déplacés. J'espère que vous avez trouvé l'émission intéressante. On partagera plein de liens en lien avec tout ce dont on a parlé ce soir, que ce soit les articles, que ce soit les groupes de musique. On va tout vous partager pour que vous fassiez autant de découvertes qu'on vous avait promises. Et puis je voulais aussi remercier toi, petit viewer qui va regarder l'émission sur YouTube. J'espère que tu regarderas aussi la prochaine émission. On va écouter Nocturne pour terminer l'émission en musique parce qu'il n'y a rien de mieux que terminer ça en chanson. Et puis moi je vous dis, on se voit très vite les petits potes. Et merci à Dropix. Merci Dropix. Je ne serai pas celle que tu aimeras comme un fou. J'ai un quelque chose, un grain, une hérésie. Sous mes airs de femme sans tabou, je tends à ne voir qu'une meute d'une même espèce qui se lie et puis se fuit. Je mets seul, je me laisse le temps d'attiser mes envies. Traité de libertine, je prends comme un compliment. Je ne cesse d'entendre prendre ta vie. Rien que le
laquelle aucun ne chute. Et si là à toi je me colle, pourquoi n'y vois-tu pas l'espoir que je puisse t'aimer, avoir attendu? Bravo. Merci. Merci Groupix. Merci les gars. Allez, merci les potes, merci beaucoup. On se retrouve très vite, je sais pas quand. Suivez-moi sur Droopix, sur Droopix sur Facebook, sur Twitter. Et on va annoncer au plus vite une date pour une nouvelle Rhythm & Science avec donc un nouveau thème scientifique, un nouveau thème musical et un nouveau bar. Donc voilà, on se retrouve très vite les gars. Merci encore beaucoup d'être venus les gars, les filles. Merci à tous.